Formation en ligne dédiée aux personnes atteintes de diabète, le plus beau cours de ma vie. La 5e capsule. Maintenant, passons à la 5e partie, la prévention et le traitement des complications à long terme du diabète. La prévention et le traitement des complications à long terme du diabète, première partie. Nous allons d'abord définir l'acronyme ACTION pour les éléments à considérer afin de protéger les vaisseaux sanguins. Nous allons également définir les 2 S qui ont été ajoutés à l'édition 2018 des lignes directrices de pratique clinique en diabète. La prévention et le traitement nécessitent, en plus des modifications au niveau du mode de vie, l'ajout de médicaments de protection cardiovasculaire. La prescription initiale est faite par votre médecin ou votre infirmière praticienne spécialisée, mais les ajustements peuvent souvent être faits par l'infirmière clinicienne de votre équipe de soins. L'hyperglycémie prolongée affecte les vaisseaux sanguins. Comme le diabète est une maladie qui ne cause généralement pas de douleur, au moment du diagnostic, elle peut être présente depuis 5 à 10 ans. Il est donc possible qu'il y ait des dommages au niveau des vaisseaux qui soient déjà présents. Quoi qu'il en soit, il est important de prévenir ou freiner les dommages au niveau des petits vaisseaux, qu'on dit microvasculaires, et au niveau des gros vaisseaux, on parle alors de macrovasculaires. Voici le guide de référence sur la ligne directrice de pratique clinique 2018, édité par Diabète Canada. Les équipes dédiées aux soins des personnes diabétiques se servent de ce guide pour appliquer les meilleures pratiques au niveau de la prévention et du traitement des complications à long terme du diabète. Les lignes directrices de pratique clinique suggèrent l'acronyme ACTION avec 2 S afin de se rappeler les éléments importants de protection cardiovasculaire. Le A signifie hémoglobine glyquée ou HbA1c ou A1c afin d'obtenir une valeur inférieure ou égale à 7%, c'est ce que nous avons vu dans la 2e capsule. Le C pour cholestérol ou dyslipidémie afin d'obtenir une valeur LDL inférieure ou égale à 2 mmol par litre. Le T pour obtenir une tension artérielle inférieure ou égale à 130/80. Le I pour intervention sur le mode de vie, c'est ce que nous avons vu à la 3e capsule. Le O pour ordonnance de médication de protection cardiovasculaire que nous allons aborder dans cette capsule. Et le non au tabagisme également que nous allons voir dans cette capsule. À l'édition 2018, 2 S ont été ajoutés à l'acronyme. Le premier S pour s'occuper du dépistage de la neuropathie, de la néphropathie et de la rétinopathie, et le 2e S pour santé psychologique afin d'encourager l'autogestion en s'occupant du stress, de la santé mentale et de tout autre obstacle pouvant nuire à l'autogestion du diabète. En plus des recommandations alimentaires, un traitement médicamenteux de la dyslipidémie est souvent nécessaire afin de viser le cholestérol LDL inférieur ou égal à 2 mmol par litre. Le profil lipidique va être fait au moment du diagnostic, puis à tous les ans ou aux 3 à 6 mois si vous êtes en période d'ajustement. La statine est le traitement de première intention. Toute personne diabétique de 40 ans et plus ou en présence de maladies macrovasculaires ou microvasculaires devrait prendre une statine. Les personnes diabétiques qui présentent un diagnostic depuis plus de 15 ans et qui sont âgées de plus de 30 ans devraient également recevoir une statine. Vous allez constater que les noms génériques se terminent par statine, donc ils sont faciles à reconnaître. Et je vous ai mis ici un tableau des principaux, mais c'est possible qu'il y en ait d'autres. Vous pourrez vous demander des informations auprès de votre pharmacien. Alors, je vous ai mis les noms génériques et les noms commerciaux. Au bas de l'écran, je vous ai mis un lien sur la gestion des lipides que vous pouvez voir en cliquant sur le lien, qui est un chapitre du livre Guide pour les personnes atteintes de diabète. Vous avez sûrement déjà entendu parler du phénomène de la blouse blanche. Alors, ce phénomène existe lorsque vous avez une rencontre avec le médecin. Votre tension artérielle est anormalement élevée puisque la rencontre médicale est souvent une source de stress. C'est pourquoi il va vous être suggéré d'avoir votre propre appareil de tension artérielle pour faire des prises de tension à domicile. L'infirmière de votre équipe ou votre pharmacien peut vous en faire l'enseignement. Vous pouvez également aller sur le site de la Société québécoise d'hypertension artérielle. Vous allez trouver toutes sortes d'informations au niveau du choix d'un appareil de tension artérielle, comment l'utiliser. Vous allez avoir aussi des informations sur les médicaments, sur l'alimentation, l'activité physique. Alors, c'est un site à consulter absolument, donc je vous ai mis l'adresse au bas de l'écran. Chose certaine, vous devez voir une nutritionniste pour avoir des recommandations
au niveau de la consommation du sel qui a un impact à la hausse sur l'hypertension artérielle. En moyenne, 30% des personnes diabétiques avec hypertension difficile à traiter, on va dire une hypertension réfractaire, seraient porteurs d'un syndrome d'apnée du sommeil. Le phénomène du ronfleur se caractérise par de la fatigue et un besoin parfois incontrôlable de dormir le jour, des ronflements et arrêts périodiques de la respiration durant la nuit. Alors, ces arrêts peuvent venir des centaines de fois sans que vous le sachiez. Lors de ces arrêts respiratoires qui peuvent durer jusqu'à 10 secondes, le taux d'oxygène baisse. C'est un élément que vous allez devoir discuter avec votre médecin parce que ça peut expliquer l'hypertension difficile à traiter. Évidemment, de perdre du poids et de diminuer la consommation d'alcool va aider à contrôler la tension artérielle. Et évidemment, si vous avez une maladie rénale, les médicaments pour traiter la maladie rénale vont aider aussi à ramener la tension artérielle dans les valeurs cibles. L'apnée du sommeil. Voici le type de question qui peut guider le professionnel afin de faire le dépistage de l'apnée du sommeil. Êtes-vous habituellement un ronfleur? Vous sentez-vous fatigué ou endormi au réveil le matin? Êtes-vous endormi durant le jour? Tombez-vous facilement endormi? Avez-vous un excès de poids ou avez-vous un gros coup? Faites-vous des arrêts respiratoires durant le sommeil? Discutez de la réponse à ce questionnaire avec votre équipe si vous croyez faire de l'apnée du sommeil. Il existe des traitements efficaces comme le CPAP. Avoir une bonne hygiène de vie et réduire les excès d'alcool diminue le risque d'apnée du sommeil. Les médicaments sont souvent nécessaires pour traiter l'hypertension afin de la ramener à une valeur cible inférieure ou égale à 130/80. Plusieurs agents médicamenteux sont disponibles dans le traitement de l'hypertension artérielle. Il est possible que vous ayez besoin de un ou plusieurs agents pour abaisser la tension artérielle. Les agents oraux se retrouvent dans plusieurs classes différentes selon l'action souhaitée. Parmi ces agents, il y a des diurétiques, les thiazides, les diurétiques de l'anse, les diurétiques épargneurs de potassium, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine qu'on connaît sous l'acronyme IECA ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine qu'on connaît sous l'acronyme ARA. Les bloquants calciques, les bêta-bloquants. Votre médecin peut faire le choix d'un ou de plusieurs de ces agents pharmacologiques. Au bas de l'écran, je vous ai mis un chapitre qui porte sur l'hypertension artérielle et le diabète. Ordonnance de médicaments de protection vasculaire. L'équipe soignante peut initier des médicaments de protection vasculaire. Si vous avez une maladie macrovasculaire comme la cardiopathie ischémique, asymptomatique ou symptomatique, la maladie artérielle périphérique, la maladie cérébrovasculaire carotidienne, la trithérapie sera nécessaire, c'est-à-dire une statine, un IECA ou ARA et une aspirine. Si vous êtes intolérant à l'aspirine, Plavix peut vous être prescrit. Lors de maladies microvasculaires comme la rétinopathie, la néphropathie, c'est-à-dire un rapport albumine sur créatinine supérieur à 2, et la neuropathie, 2 agents oraux seront nécessaires, la statine et un IECA ou ARA. De plus, si vous avez plus de 55 ans, ces 2 agents seront également recommandés. Les agents antihyperglycémiens et la protection vasculaire secondaire. Nous avons vu dans la 4e capsule que certains agents antihyperglycémiens avaient des effets protecteurs au niveau vasculaire. Donc, les ISGLT2, Jardiance est le premier agent antidiabétique ayant été associé à une réduction significativement démontrée du risque cardiovasculaire et de décès d'origine cardiovasculaire dans une étude portant spécifiquement sur les résultats, l'étude en pareil cas. La classe des ISG2 a des effets intéressants en présence d'insuffisance rénale. Elle diminuerait de 30 à 50% la protéinurie. Les antagonistes du GLP-1 diminueraient la protéinurie de façon moindre que les ISGLT2. La préférence du Dr Garceau, c'est qu'après la metformine, il irait vers les ISGLT2 si le débit de filtration glomérulaire estimé est supérieur à 60. Ensuite, les antagonistes du GLP-1 si accident vasculaire cérébral. Dans l'étude LEADER, Victoza a considérablement réduit le risque de crise cardiaque et d'AVC chez les sujets diabétiques de type 2. En troisième intention, les inhibiteurs de la DPP-4, sauf Onglyza, si insuffisance cardiaque. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs considérations cliniques qui vont faire qu'un médecin va choisir une alternative médicamenteuse plutôt qu'une autre. Le choix va porter sur des données scientifiques, évidemment, donc je vous ai mis au bas de l'écran des liens utiles pour en savoir davantage. Le N de l'acronyme
action nous rappelle d'intervenir au niveau de la cessation tabagique. Chez les personnes diabétiques, le tabagisme augmente de 3 fois le risque d'infarctus du myocarde, de 30% le risque d'AVC et d'évolution vers une maladie rénale au stade terminal. De plus, le tabagisme est associé à une moins bonne maîtrise glycémique. Maintenant, comment obtenir de l'aide pour cesser de fumer? L'aide devra toucher tant la dépendance physique que la dépendance psychologique. Au premier plan, j'opterais pour le pharmacien parce qu'il est souvent plus accessible que le médecin de famille. Il peut donner de bons conseils pour arrêter de fumer et prescrire la médication qui convient. De plus en plus, les médecins travaillent avec des équipes spécialisées. Le médecin demeure donc la personne de choix pourvu que l'accès soit rapide et le suivi possible. Les centres d'abandon tabagique, vous pouvez choisir un plan de cessation tabagique en appelant la ligne J'arrête au 1-800 J'arrête. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à lire le chapitre sur l'arrêt tabagique. Je vous ai mis l'adresse au bas de l'écran. Ce chapitre est extrêmement percutant et vous constaterez que l'aide des professionnels est souvent nécessaire. La prévention et le traitement des complications à long terme du diabète, partie 2. Nous allons passer en revue les complications possibles au niveau des nerfs, des pieds, des reins, des yeux, du cerveau et du cœur afin de pouvoir les prévenir ou les traiter. Nous allons également suggérer des pistes intéressantes au niveau de l'aspect psychologique, le stress, la santé mentale ou tout autre obstacle pouvant nuire à l'autogestion du diabète. L'hyperglycémie, l'hypertriglycéridémie, un indice de masse corporelle élevé, le tabagisme et l'hypertension sont des facteurs de risque de neuropathie. Le contrôle rigoureux de la glycémie est efficace pour la prévention primaire de la neuropathie ou comme intervention secondaire en présence de neuropathie chez les personnes atteintes de diabète de type 1. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, la baisse de la glycémie est associée à une baisse de la fréquence de la neuropathie. Un excès de sucre dans le sang peut, à long terme, endommager les nerfs. Les signes de la neuropathie. Certains signes peuvent se présenter comme diminution de la sensibilité à la douleur, à la chaleur ou au froid, engourdissement ou picotement aux pieds et aux mains, problèmes urinaires, de l'incontinence, problèmes cardiaques, palpitations, absence de douleur lors d'angine ou d'infarctus, problèmes de digestion, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, étourdissement au lever, dysfonction sexuelle, présence d'un ulcère au pied. Pour prévenir ces complications, vous devez pratiquer l'auto-examen des pieds, maintenir vos glycémies près de la normale, vider votre vessie régulièrement, favoriser la régularité intestinale, aviser votre médecin si vous présentez des signes de neuropathie. Certaines personnes présentent des douleurs neuropathiques. Lorsque le praticien suspecte une douleur neuropathique, le questionnaire DN4 est utile comme outil de diagnostic. Ce questionnaire se répartit en 4 questions représentant 10 items à cocher. Le praticien vous interroge et vous remplissez le questionnaire. À chaque item, vous répondez par oui ou non. À la fin du questionnaire, le praticien comptabilise les réponses, 1 pour chaque oui et 0 pour chaque non. La somme obtenue donne votre score sur 10. La valeur de 4 sur 10 indique que vous avez des douleurs neuropathiques. Vous pouvez suivre ce lien si vous souhaitez voir le questionnaire. Si vous présentez des douleurs neuropathiques, discutez de vos symptômes avec votre médecin. Prendre le ou les médicaments prescrits par votre médecin de façon régulière. Discutez avec votre médecin de l'effet de vos médicaments sur vos douleurs. Étant donné que le diabète nuit à la circulation sanguine, on observe souvent une diminution de l'immunité, des sensations nerveuses ainsi que des problèmes aux pieds chez les personnes atteintes de cette maladie. Les problèmes aux pieds peuvent entraîner de sérieuses complications comme des plaies ou des blessures qui guérissent difficilement ou même des amputations dans les cas plus graves. Votre médecin ou votre infirmière praticienne spécialisée procédera à l'examen de vos pieds pour vérifier tout changement au niveau de la forme ou des sensations ou encore de la présence d'ulcères ou d'infections. Ce type d'examen doit habituellement être effectué une fois par année. Vous pouvez prévenir de tels problèmes et conserver vos pieds en santé en traitant votre diabète, en examinant vos pieds à chaque jour, en prenant soin de vos pieds, en portant des chaussures ajustées à vos pieds et en consultant votre équipe de soins en cas de problème aux pieds. Tous les changements observés à vos pieds sont importants. Le système immunitaire. En présence d'une infection, le corps réagit en identifiant le microbe et en le détruisant à l'aide de cellules que l'on appelle les macrophages. Chez la personne diabétique, ce système de défense peut ne pas fonctionner correctement, ce qui explique que le système de défense est moins efficace,
les infections sont plus longues à combattre, les plaies prennent plus de temps à guérir. La glycémie dans les valeurs cibles permet à votre système immunitaire d'être plus efficace. Pour diminuer les risques d'infection, vous devez prendre soin d'observer l'état de vos pieds à tous les jours. Vous devez suivre des mesures d'hygiène appropriées tous les jours, prendre l'habitude de vous laver les mains fréquemment, vous brosser les dents après chaque repas au quotidien. L'examen dentaire annuel chez votre dentiste afin de vérifier l'état de vos gencives est une mesure de prévention puisque vous pouvez faire des abcès si vous avez maintenu des glycémies élevées un certain temps. Évitez les contacts directs avec les personnes présentant un rhume, une grippe ou une infection quelconque. Recevoir le vaccin contre la grippe et les pneumonies. Consultez votre équipe de soins si vous avez des signes d'infection, plaie qui guérit mal, enflure, rougeur et chaleur à un site particulier, même s'il n'y a pas de douleur. Si vous faites de la fièvre, consultez votre équipe de soins immédiatement. Vous devriez recevoir le vaccin contre la COVID-19. Ce vaccin est efficace et vous pourrez en discuter avec votre équipe de soins. La dysfonction sexuelle. Les personnes diabétiques, hommes et femmes, peuvent présenter des troubles de la fonction sexuelle. Chez les femmes, il peut en résulter un manque de lubrification, des démangeaisons, une infection. Chez l'homme, il peut en résulter une incapacité d'avoir une relation sexuelle satisfaisante. Pour traiter la dysfonction sexuelle, vous devez consulter afin de corriger la cause s'il s'agit d'un trouble hormonal ou d'un effet secondaire de certains médicaments ou pour améliorer le manque de désir. La dysfonction sexuelle est causée par un manque de circulation sanguine et une atteinte des nerfs. Ces deux problèmes peuvent être responsables d'une incapacité totale ou partielle d'obtenir une érection chez l'homme. Une consultation médicale s'impose. Certains médicaments par voie orale peuvent être prescrits, comme Viagra, Cialis ou Levitra. Ces médicaments sont efficaces dans 50% des cas. Il peut être nécessaire d'avoir une consultation avec un spécialiste en urologie. Chez la femme, plusieurs facteurs peuvent être en cause. Il peut y avoir une infection vaginale ou urinaire nécessitant la prescription d'un traitement. Il faut consulter votre équipe soignante. L'utilisation de lubrifiants KY liquide ou en gel peut être efficace si une infection n'est pas en cause. S'occuper du dépistage de la néphropathie diabétique. Nous allons voir dans cette partie les examens urinaires et sanguins, la signification de ces examens, la prévention et le traitement de la néphropathie diabétique. Le ratio albumine-créatinine urinaire, aussi appelé avec le diminutif RACU, RACU, est un examen d'urine simple fait sur un petit échantillon d'urine. Normalement, c'est fait une fois par année. Cependant, si un test est anormal, il doit être répété une deuxième fois avant de conclure à une anormalité. Il faut savoir que l'hyperglycémie prolongée peut rendre le filtre rénal moins efficace. Le test doit donc être répété une fois que les glycémies sont stabilisées. Le ratio albumine-créatinine peut être influencé en présence de fièvre, d'infection urinaire ou à la suite d'un exercice intense. Dans ces situations, il faut s'abstenir de faire le test et attendre et reprendre l'analyse d'urine plus tard. La microalbuminurie signifie qu'il y a présence de protéines en petite quantité dans les urines. Cette protéine s'appelle albumine. Normalement, le rein ne laisse pas passer l'albumine. La présence d'albumine dans les urines nous indique que le rein ne fonctionne plus normalement. Les valeurs de la microalbuminurie devraient être plus petites que 20 mg par litre. Le ratio albumine-créatinine urinaire, quant à lui, devrait être plus petit que 3. Avec cet examen d'urine, nous pouvons évaluer la progression de la maladie rénale. La détérioration du rein se fait très progressivement. Au début, on parle d'hyperfiltration. Lorsque la microalbuminurie est entre 2 et 20 mg par litre, on parle alors de microalbuminurie. Mais lorsque la valeur est supérieure à 20, on parle alors de macroalbuminurie. Il s'ensuit ensuite l'hypertension, soit des valeurs supérieures à 130 sur 80, et cela indique la détérioration progressive du rein vers les différents stades d'insuffisance rénale. Le dosage de la créatinine est un test sanguin de routine et est disponible partout. Un calcul très simple permet à votre médecin d'obtenir une estimation de la filtration rénale. Le résultat de ce calcul s'appelle débit de filtration glomérulaire estimé. C'est une mesure indirecte de la capacité de votre rein à filtrer l'urine, indispensable pour le suivi de la fonction de vos reins au cours des années. Comme nous l'avons vu dans la capsule sur les médicaments,
La prescription et l'ajustement des médicaments antihyperglycémiants oraux ou injectables doivent tenir compte du débit de filtration glomérulaire estimé. Au stade 1, la filtration normale DFGE supérieure à 90. Au stade 2, atteinte rénale légère, alors le DFGE est entre 60 et 89. Au stade 3, baisse modérée de la filtration, les valeurs sont alors entre 30 et 59. Au stade 4, importante baisse de la filtration, donc les valeurs sont autour de 15 à 29. Et finalement, au stade 5, insuffisance rénale terminale, qui sont des valeurs inférieures à 15. La prévention et le traitement de la néphropathie diabétique reposent sur le contrôle des glycémies, le contrôle de la tension artérielle afin d'obtenir des valeurs inférieures à 130 sur 80, la réduction du sel tel que recommandé par votre nutritionniste, le suivi du ratio albumine-créatinine et le suivi du débit de filtration glomérulaire selon la prescription de votre équipe soignante. Il faut se rappeler aussi que le traitement médicamenteux précoce est souvent nécessaire, donc comme nous l'avons vu précédemment, la statine, un IECA ou ARA. Une augmentation du taux de sucre dans le sang peut causer des troubles temporaires de la vision, une vision embrouillée. Il est important d'attendre 3 semaines une fois que les glycémies sont normalisées avant de faire ajuster la vision. La prévention de la rétinopathie diabétique consiste à maintenir des glycémies entre 4 et 7 millimoles par litre à jeun et inférieures à 10, 1 à 2 heures après les repas. Évitez de fumer. Faire examiner vos yeux chaque année. Vérifiez et contrôlez votre tension artérielle afin d'obtenir des valeurs inférieures ou égales à 130 sur 80. L'optométriste peut faire le diagnostic de rétinopathie diabétique. En présence de rétinopathie diabétique, vous serez référé rapidement à un ophtalmologiste. L'ophtalmologiste est le spécialiste des maladies de l'œil. C'est lui qui va traiter les complications au niveau de vos yeux. 2 agents oraux seront nécessaires afin de prévenir la rétinopathie, soit la statine et IECA ou ARA. Le phénofibrate en présence d'une rétinopathie diabétique sera utilisé afin de ralentir la progression de la rétinopathie diabétique. Le diabète et la démence. Il est de plus en plus reconnu qu'il existe un lien entre la démence et le diabète. Le diabète est associé à un risque plus élevé de maladies d'Alzheimer et de démence vasculaire. Ce risque est plus élevé lorsque le diabète commence à la mi-vie plutôt qu'à la vieillesse. Il est donc essentiel de rendre le schéma posologique le plus simple possible et d'équilibrer un bon contrôle de la glycémie avec le risque d'hypoglycémie. De plus, la dépression est plus fréquente chez les personnes âgées diabétiques. L'évaluation des systèmes de soutien, le traitement des troubles du sommeil et le traitement approprié de la dépression sont utiles. Il faut distinguer si les troubles de mémoire sont liés à l'âge car ils sont généralement stables alors que les troubles de mémoire d'apparence démentielle commencent par des troubles de mémoire bénins ou prédicteurs d'une démence qui évolue progressivement en 6 mois avec impact fonctionnel. Ces troubles sont objectivables avec un test appelé Mini Mental State Examination, l'acronyme MMSE, pour le dépistage des personnes souffrant d'une atteinte neurocognitive majeure, démence. Le MMSE sert à assurer les suivis de l'état cognitif des personnes et à mesurer le déclin des fonctions cognitives chez les personnes qui souffrent d'atteintes neurocognitives. Un pourcentage de 15 à 30% des oublis bénins évolue vers une démence. Le Consensus canadien sur la démence, publié en 2006, recommande d'assurer un suivi régulier afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de progression. Je vous ai mis des liens utiles si vous voulez en savoir davantage sur les troubles liés à la démence de type Alzheimer ou vasculaire. L'excès de sucre, hyperglycémie, endommage à la longue les parois des artères et favorise le dépôt de gras. Des cicatrices se forment dans les vaisseaux et les parois perdent de leur élasticité, durcissent et épaississent. L'hyperglycémie peut donc endommager les vaisseaux et causer des problèmes cardiaques comme de l'angine, un infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, thrombose, de l'hypertension et des troubles circulatoires, surtout au niveau des jambes. Pour prévenir ou retarder ces complications, vous devez maintenir votre glycémie près des valeurs normales, avoir un mode de vie actif, faire prendre votre tension artérielle régulièrement, voir votre médecin de famille ou votre équipe de soins à tous les 3 à 6 mois, cesser de fumer, manger moins de matières grasses, maigrir et garder un poids santé, diminuer votre consommation d'alcool,
Connaître votre taux de cholestérol et le corriger si trop élevé. Demandez un contrôle d'hémoglobine glyquée à tous les 3 mois. Le deuxième S, santé psychologique, s'occuper du stress. Comme vous avez peu d'emprise sur les événements ponctuels qui causent un stress et compromettent votre équilibre glycémique, il faut trouver des solutions adaptées à chaque situation. Nous sous-estimons souvent nos capacités individuelles d'adaptation aux différents stress où il est souhaitable parfois de fuir ou, dans d'autres circonstances, il faut lutter. Si la situation perdure dans le temps, un deuil, un divorce ou la maladie, un ajustement de traitement s'impose. Le suivi plus régulier avec votre équipe sera sans doute nécessaire. Certains loisirs ou activités peuvent aider à apaiser le stress. Ce qui est bon pour une personne ne l'est pas nécessairement pour une autre. Il faut donc explorer ces méthodes et choisir celles qui vous conviennent le mieux. La lecture, les activités physiques ou le bricolage. Tout ce qui permet de mettre votre cerveau à off. Voici des pistes intéressantes. Évitez l'isolement, peu importe les contacts, que ce soit par téléphone, Skype ou FaceTime. Parlez de vos préoccupations avec vos proches. Faites partie de groupes de soutien. Faites-vous plaisir. Ayez des objectifs réalistes et apprenez à dire non. S'occuper de la santé mentale. Bien que nous reconnaissions les différentes étapes d'adaptation à la maladie, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'adaptation, ces étapes se manifestent au moment du diagnostic, mais elles peuvent aussi être présentes à différents moments au cours de l'évolution de la maladie. Je vous ai mis un lien au bas de l'écran si vous voulez lire sur les différentes phases d'adaptation à la maladie. En présence d'idées noires, de troubles de sommeil et d'idées suicidaires, il est important de consulter immédiatement l'équipe soignante. Le questionnaire appelé MDI pour Major Depression Inventory a été développé pour l'Organisation mondiale de la santé par le psychiatre danois Per Beck. Ce questionnaire permet une auto-évaluation de la sévérité d'un trouble de l'humeur et il est disponible sur Internet. Sans faire le diagnostic de dépression, il peut aider les professionnels à orienter la personne diabétique vers le médecin de famille. Le questionnaire MDMI explore les 9 symptômes retenus comme critères de diagnostic d'un épisode dépressif majeur dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Vous ne pouvez faire un autodiagnostic avec ce questionnaire, mais il peut vous aider à déterminer si une consultation avec votre équipe est nécessaire. Maintenant, nous pouvons passer à la 6e et dernière partie, le suivi global avec votre équipe de soins.